Bonjour à tous, je suis Sophie Fay, je suis journaliste à l'Obs et je suis très heureuse de présenter cette table ronde consacrée aux instruments de la prospérité aujourd'hui avec Christian Boissieu du Cercle des économistes. Je vous remercie tous d'être là et je remercie en particulier les 200 ou 300 personnes qui suivent aussi ce débat dans les salles où il est retransmis en parallèle. Merci beaucoup d'être là. Nous avons une demi-heure, ça va aller vite, ça va être dense, accrochez-vous pour zoomer sur les instruments de la prospérité, avec trois personnalités tout à fait complémentaires, puisque nous aurons le point de vue de l'entreprise, qui, on l'a compris après ces 3 jours, est essentiel pour que cette prospérité soit partagée et répartie plus équitablement. Nous avons donc pour nous parler de l'entreprise Fabrice Brégier, qui est le directeur général délégué d'Airbus Group, qui est maintenant une entité depuis le 1er juillet, qui regroupe non seulement les avions Airbus, mais tout l'ensemble des activités du groupe EADS. Voilà, donc c'est 130 000 personnes à travers le monde. Pour nous parler des instruments de politique économique qui sont évidemment fondamentaux pour cela, nous avons un expert, François Villeroy de Galhau, qui les a à la fois manipulés du côté de la politique budgétaire et de la politique économique lorsqu'il était au ministère des Finances, mais qui aujourd'hui a en main tous les instruments de la politique monétaire, comme il est gouverneur de la Banque de France. Et enfin, le professeur Abhijit Banerjee, qui a fondé le laboratoire JPAL avec Esther Duflo au MIT, nous apportera une autre dimension, car vous allez comprendre en l'écoutant qu'il y a encore beaucoup d'instruments qui restent à inventer et JPAL, son laboratoire, a commencé à le faire avec des expérimentations très concrètes, pas seulement dans les pays où on constate dans les pays comme l'Inde ou l'Afrique où leurs premières expériences ont commencé, mais maintenant ils travaillent aussi dans des pays comme la France, comme les États-Unis, comme le Canada, pour essayer d'améliorer les questions de santé, les questions d'inclusion. Voilà, je vais laisser d'abord Christian Boissieu vous présenter tous les enjeux de ces tables rondes. Merci bien Sophie et chers amis, bonjour. Merci d'être aussi nombreux à nos rencontres du Cercle des économistes. Les instruments de la prospérité, au fond, on en a déjà parlé beaucoup dans les sessions précédentes. Donc, à mon avis, la valeur ajoutée de cette table ronde, ce n'est pas en termes de nouveaux sujets qui vont être traités, c'est, j'espère, en termes de nouvelles manières de les aborder. Et avec les amis qui sont autour de la table, je pense que nous serons satisfaits et comblés. Je voudrais évoquer 3 ou 4 thèmes sur lesquels il me semble important de revenir. Premier thème, nous passons au fur et à mesure que la conférence avance au temps des recommandations, des solutions. Chère Sophie, pas uniquement de politique économique, on est bien d'accord. Le rôle des entreprises a été souligné ce matin et nous reviendrons sur cet aspect-là du sujet en termes de solutions. Mais premier thème important, je pense que le professeur Banerjee est spécialement bien placé compte tenu de son expérience, de ses expériences, pour nous dire concrètement les recommandations qu'il tire de ces analyses comparatives aux États-Unis, dans les pays en développement et même en France, pour aborder le problème de la pauvreté, de la réduction des inégalités. Je pense que nous avons besoin ici de propositions. Esther Duflo parlait d'innovation ce matin et je sais que Abhijit Banerjee va nous en parler. C'est le premier sujet sur lequel je pense qu'il faut que nous revenions. Deuxième sujet, on a parlé déjà hier, ce matin, de la rupture ou des ruptures technologiques. Le vice-premier ministre de Singapour a été très éloquent il y a quelques minutes sur ce thème-là. Il me semble que nous sommes confrontés tous, économistes et non-économistes, à la question d'actualité qui va rester sur la table pendant des années, l'impact de la révolution digitale sur l'emploi. Et quand je dis sur l'emploi, ce n'est pas uniquement sur le volume de l'emploi, c'est aussi, bien sûr, sur la nature de l'emploi. On a le sentiment que nous vivons aujourd'hui un phénomène assez classique qu'on représente par une courbe en J. Nous descendons la partie gauche du J, nous sommes dans le creux. Nous sommes dans la phase où la révolution digitale exerce à court terme un impact négatif sur les créations nettes d'emplois. Et nous sommes tous en train de nous demander
combien il faudra d'années, je ne sais pas si vous parlez d'années ou de décennies, pour remonter la barre verticale du J. Donc, sur ces questions-là, moi j'attends des réponses du panel sur l'impact de la révolution numérique digitale sur les inégalités, en particulier en termes d'emploi, à la fois du côté des politiques publiques et du côté des entreprises. Troisième dimension que nous retrouvons, là je n'invente rien, on a beaucoup parlé d'éducation et de formation. Il y a eu des propositions concrètes qui ont été faites sur le primaire, sur le secondaire. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas tout entendu, mais je n'ai pas entendu de propositions concrètes sur la manière d'améliorer, par exemple, dans un pays comme la France, notre système de formation permanente. Nous répétons les uns les autres que du côté français, en face des 32 milliards d'euros, nous mettons quoi? Nous mettons sans doute pas assez, pas grand-chose. Inefficacité du système. Quelles sont les réponses concrètes que nous pouvons aborder? Je pense que notre ami Fabrice Brégier a des choses à dire, mais il ne sera pas le seul autour de la table. Quatrième thème, j'accélère. Il y a eu des sessions hier, avant-hier, sur les aspects financiers. On vient d'en sortir également dans la table ronde précédente. Profitons de la présence du gouverneur de la Banque de France pour l'interroger sur cette question qui nous taraude un peu. Est-ce que la stabilité monétaire et financière est une condition nécessaire, pas suffisante, certainement pas, mais nécessaire pour aborder les problèmes d'inégalité, de solidarité, etc. Dernier point, abordé tout le temps, mais profitons de la complémentarité des intervenants. À quel niveau aborder tout ça? Les États, d'accord, les entreprises. J'aimerais bien qu'on revienne sur le rôle des entreprises. Jean-Hervé Lorenzi a ouvert notre conférence en citant un économiste qu'on ne cite plus jamais, en France, François Pérou, qui disait « L'important, c'est de couvrir les coûts de l'homme ». Et disait-il, au fond, l'économie doit être une économie pour tout l'homme et pour tous les hommes. Et il me semble que cette formule, eh bien, derrière l'ambition de cette conférence, c'est des réponses que nous essayons modestement comme économistes d'aborder. Je dis modestement parce que la leçon de tout ça pour moi, c'est que les économistes ne sont pas tout seuls et qu'il nous faut tendre de plus en plus la main vers les autres disciplines. Merci de votre attention. Professeur Banerjee, je vous laisse répondre à Christian. Non. So let me start by, I think, reiterating the obvious, which is prosperity is not GDP. Now, everybody, if I say that, everybody says that's obvious, that's known, we agree, and then most of the time, for most people, unfortunately, we move on to ignore that fact. Because I think if you look at the kind of the, I would say the paralyzing obsession of the last 40 years has been sort of the continuation of a promise of high GDP growth. I think this was somehow the idea that we got from, I think, somewhat illegitimately extrapolating the experience of the previous 30 or 40 years when growth was indeed historically high, and we assumed that that somehow should continue. And when it didn't continue, I think our reaction was, oh, we must do something to fix it. Now, there was no reason for that presumption. I mean, historically, this was a one-off episode. There's never been 30 or 40 years of the kind of growth that happened in those years ever before, and perhaps never after, and in a rich country. So we could have 30 or 40 years of fast growth in China, but China is a much poorer country. In rich countries, this was the one-time, or hopefully not, but potentially one-time episode, but we assume that it has to work. And what happens when you assume something like that is you try to do desperate things to make it happen. Let me come back to that point in a second, but I think what we're going through right now, in fact, is a potential moment when there was again hope. In the late 90s and early 2000s, you see a burst of productivity growth, first in the US and then spreading to the world, coming from ICT. And that was, I think, seen as a possible source of growth, but I think
the evidence seems to suggest that that lasted maybe 7 or 8 years, but it has actually, you don't see the productivity growth recovering after 2008. Basically, you don't see any more productivity growth anywhere. And I think they're back to historical levels. And I think I think the dominant fact of history is that productivity growth over 1% a year is very hard, and it doesn't happen often, and I think we may be back in that world. I'm going to start with the presumption that we are back in that world. If we are back in that world, then I think one thing that would be immediately follows is that I think the last 30 or 40 years have been hostage to an idea that was maybe false and a very costly one. I think what happened in different countries is different. In Japan and Italy, they went on some mad Keynesian fantasy, which didn't work out and has left both economies in deep trouble. In the UK and the US, they decided that this must be because there is too much equality, and they went about to redress that. They did very effectively redress that, but not necessarily generate any better outcomes either. And in France, I think since neither of those options were taken, there was just a sense of fright. We must be doing something wrong. There was deep unhappiness, not necessarily founded in anything that much, but deep unhappiness that we are not doing something to make growth happen. And I think all of these obsessions across the world, across these rich countries, have been very costly. And I think it's good time for us to kind of give up on that obsession. That's my main proposal is in the rich countries, let's assume that growth is not going to be the primary determinant of prosperity. Once we start, I mean, that's not true in poor countries. We absolutely need to grow, but I think once we start there, I think then a couple of, in many ways the discourse changes. That doesn't mean economics becomes less unpleasant or less frustrating. I think there are many things that are going to be important, and they are going to be constraints. I think, for example, I think social spending and pensions in particular were premised on the idea that growth will continue, and because they were premised, there is a set of relatively inflexible commitments which may not be easy to fund. With that, there is also the problem of how to pay for all of this, how to raise taxes without capital flight, etc. But I'm not the expert on that. I'm going to talk about it. What I think is, for me, the most interesting challenge of this time is going to be how to give people an interesting living. Even if we could finance it, can we give people an interesting living? We used to live in a world where blue-collar jobs were interesting. They gave a meaning to life. That's what's going to be taken away. I think that's where I think if you look at the labor market evidence, the one thing that's not happening is interesting jobs are not going up. I think some countries are adding more jobs than others, but they tend to be low-quality jobs. And if there are no interesting jobs, how will people live their lives? I think there are ideas in the world. I think innovation here is going to be key. The ideas in the world that are being kicked around, the idea of universal basic income is something I've been associated with. I've been working on it. I think it's potentially a great idea, potentially could transform welfare systems as we know it, but would it solve the problem of boredom, of not having interesting things to do? If we're going to solve that problem, then I think we need a burst of innovation, not in increasing productivity of capital, but of increasing the productivity of life, to make life more interesting. And I think we could be innovative there. If that were rewarded, if it was important for societies to make that happen, we could have a much better world. But I think this is where I think a potential very important shift needs to happen, and I hope we have some conversation about it. Merci Abhijit Banerjee. François Villeroy de Galhau, êtes-vous
prêt à abandonner cet objectif de croissance? Bonjour. Je voudrais partir ce matin, et je vais arriver aux questions de Christian et de Sophie, mais je voudrais partir d'un étonnement linguistique. Parce que dans notre débat français, le mot prospérité a beaucoup vieilli. Il évoque plutôt le 19e siècle, et je vais citer Éric Orsena, qui est un ami du cercle et un maître des mots. Il dit qu'il n'aime pas le mot prospérité parce que ça évoque, je cite, les rentiers au ventre rebondi, un cigare à la main. C'est dans La Croix de vendredi. Et quand je regarde à l'inverse le débat européen, le mot revient toujours. Du préambule du traité de Rome à notre nouveau président de la République qui, dès le lendemain de son intronisation, dit à Berlin, je cite, « Sans l'Europe, nous n'aurions ni la paix, ni la liberté, ni la prospérité. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce contraste, alors même que l'Europe apparaît souvent comme à la traîne dans la création de richesses? Je voudrais au passage tordre le cou à une certaine autoflagellation européenne en la matière. Si on regarde la progression du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, le revenu par tête, depuis une grande génération, depuis 1980, alors bien sûr, les tigres asiatiques et la Chine ont fait mieux. Mais beaucoup de pays d'Europe du Nord, et pas seulement l'Allemagne, ont fait aussi bien que les États-Unis. Et même notre pauvre France, entre guillemets, qui est certes en retard, j'y reviendrai, a doublé son revenu réel par tête en une grande génération, alors que nous sommes souvent persuadés du contraire. Mais mon explication ce matin à mon étonnement linguistique, elle est autre. C'est que l'identité de l'Europe, sa vocation, est précisément dans l'écart de concept entre la seule croissance, ou le revenu par habitant, et la prospérité. Alors cet écart, Abhijit Banerjee vient d'en parler. Il en est une part intangible, personnelle, le bonheur, ou ce que Aristote appelait bien avant nous la vie bonne. Mais il en est aussi, et je voudrais me focaliser là-dessus ce matin, une face mesurable et collective, les inégalités, la solidarité, ou ce que nous appelons maintenant dans toutes nos réunions internationales la croissance inclusive. C'est un sujet, quitte à vous surprendre, dont ministres des Finances et banquiers centraux parlent beaucoup, y compris lors de notre dernière réunion du G7 à Bari. Et là, sur les instruments de la prospérité, je suis convaincu que l'Europe a une chose à dire et plus encore deux choses à faire. Ce que l'Europe, alors au sens continental, pourrait dire plus fort, c'est qu'elle partage un modèle social et que c'est même ce qui la définit. C'est quoi ce modèle social? Des services publics forts et une éducation pour tous, une redistribution fiscale et sociale active et un dialogue social nourri. Et que ce modèle social conduit, disons-le, à des inégalités encore nettement inférieures aux États-Unis. La plupart des économistes le mesurent avec l'indice de Gini des inégalités. Il est encore inférieur de plus de 20% en France et en Allemagne à ce qu'il est aux États-Unis. A fortiori, il est très inférieur aux pays émergents. Je voudrais au passage répondre à la question que Christian a soulevée sur le lien avec stabilité monétaire et financière. La stabilité monétaire telle que l'amène l'eurosystème, la stabilité financière avec le renforcement de la réglementation est le socle indispensable de la solidarité. Nous l'avons vu malheureusement par l'absurde, quand il y a crise financière, ceux qui trinquent le plus, ce sont les plus défavorisés, y compris par la montée du chômage. J'ai dit que l'Europe avait surtout deux choses à faire, parce qu'évidemment, la complaisance, l'autosatisfaction n'est pas de mise. Si l'Europe doit conforter son modèle social, elle doit agir vers l'extérieur et puis elle doit agir sur elle-même. Un mot rapide sur le niveau mondial. Alors, s'y multiplient les discours désolés sur la montée des inégalités, particulièrement dans le monde anglo-saxon qui est doublement traumatisé. Mais il serait temps, au-delà des discours, de combattre résolument ces inégalités. Alors, pas par le protectionnisme, qui partout pénalise les plus pauvres, pas par la déréglementation financière, qui préparerait les dégâts sociaux d'une prochaine crise, mais par de meilleurs modèles sociaux à l'intérieur des pays, j'en ai parlé, et par des règles du jeu collectives entre les pays, avec des institutions multilatérales qui en soient le garant.
Si les États-Unis s'avéraient fatigués, espérons-le temporairement, de jouer un rôle central dans ces règles du jeu collectives, alors l'Europe et quelques autres doivent être prêts à reprendre le flambeau. Et les formes doivent bien sûr évoluer de ces règles du jeu collectives. Je relève que le G20, qui est assez récent, le Conseil de stabilité financière, qui date de la crise, ont produit des résultats tangibles, sont la preuve que la gouvernance internationale peut encore être créative. Je voudrais à cet égard me féliciter que le sommet de Hambourg ait confirmé hier, c'est un passage qui a été moins noté, l'engagement des 20 pays, je souligne le chiffre, l'engagement des 20 pays sur des règles financières internationales, dont un renforcement sur ce qu'on appelle le shadow banking. Je termine par le défi interne. Je vais l'illustrer par la France. Notre modèle social ne durera que si nous le réformons, comme nombre de nos voisins européens y ont réussi avant nous. Alors, il se trouve que je viens d'envoyer ce qu'on appelle traditionnellement, ça fait partie des traditions républicaines, la lettre au président de la République. C'est un document qui est public, donc si vous le souhaitez, je vous invite à la lire. Pour le résumer d'un mot, je crois que notre défi, c'est que nous saisissions ce moment favorable que connaissent la France et l'Europe, avec une reprise économique aussi, pour oser des réformes qui renforcent à la fois l'efficacité et la justice. Je fais une parenthèse qui est peut-être d'actualité. Nous sommes tous pour les baisses d'impôts, mais ne résumons pas la réforme à l'attente de baisses d'impôts immédiates et non financées. Il y aurait là peut-être un peu de paresse intellectuelle et beaucoup d'imprévoyance financière. Nous avons, dans le passé, déjà beaucoup payé pour voir ce que donnait ce genre de traite sur l'avenir. Et donc, je reprends pour conclure 3 directions de la réforme dans le sens efficacité et justice. D'abord, faire reculer le chômage, bien sûr. Nous sommes juste en dessous de 10%, c'est beaucoup trop. Si nous combinons réforme du marché du travail et éducation, formation professionnelle, nous pouvons descendre vers 7%. Et piste concrète, c'est évidemment le développement de l'apprentissage. Je cite parmi les vieux ouvrages les réflexions sur la prospérité. Elle date de 1652 et du grand ministre suédois Oxenstierna, pas très connu, mais c'était le grand ministre de la guerre de 30 ans. Sortant de la guerre de 30 ans, il écrit « La bonne éducation de la jeunesse est le garant le plus sûr de la prospérité ». Il y a un plaisir toujours à citer ça dans un amphi universitaire. Deuxième direction, financer dans la durée notre modèle social, cesser de transférer la charge à la génération suivante. Et là, nous regardons toujours les symptômes, notre niveau trop élevé d'impôts, notre niveau trop élevé de dette, 100%, mais attaquons-nous résolument à la cause. Nous avons pour le même modèle social 56% de dépenses publiques quand nos voisins européens en ont 46%. Enfin, donner envie aux jeunes en leur offrant toutes les opportunités de l'innovation, de la révolution digitale, Christian, et de la création d'entreprises. Et pour cela, ouvrir encore certains marchés de biens et services, y casser les rentes qui sont l'ennemi de la prospérité. Si nous cassons des rentes au nom de la prospérité, nous aurons en plus peut-être réconcilié Éric Orsena avec ce beau mot français. Merci. Merci François. Vous donnez envie d'ouvrir le débat sur la politique fiscale parce qu'au fond, ce n'est pas seulement des cadeaux fiscaux, des baisses d'impôts. J'avais compris qu'il s'agissait de réformes structurelles, en l'occurrence, de transformer un CICE en baisse de charges qui aurait été plus efficace ou de revoir complètement la fiscalité de l'épargne. Donc, ce n'est pas seulement des cadeaux. Et est-ce qu'il faut s'accrocher à une norme de 3% tout le temps? On peut aussi en débattre. Mais pour l'instant, nous allons d'abord écouter Fabrice Brégier, qui va nous expliquer quel est le rôle de l'entreprise dans cet objectif de prospérité et quels sont les instruments qui sont à sa disposition. Merci Sophie, bonjour à tous. Tout d'abord, pour faire le lien avec ce qui a été dit sur la prospérité et la croissance, je crois que le concept de croissance interne et inclusive est bon. On a effectivement d'autres notions pour arriver à cette prospérité. Il ne faut pas perdre de vue quand même que lorsque l'on pilote une entreprise, on recherche les zones de croissance et de développement. Il est vrai qu'elles ne sont plus vraiment en Europe, et pour une entreprise comme Airbus,
si je prends la zone Europe, c'est largement moins de 10% de son chiffre d'affaires dans le domaine des avions commerciaux. Il faut donc aller chercher aussi la croissance dans les pays émergents, ceux qui se développent très fortement. Et vous ne le savez peut-être pas, mais en Chine, il y a beaucoup plus d'avions Airbus qui volent dans le ciel chinois qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu des croissances à plus de 2 chiffres du transport aérien. Pourquoi? Parce qu'il y a la volonté des personnes qui atteignent un niveau de revenus suffisant de voyager d'abord dans leur pays et ensuite à l'international. Donc soyons capables aussi de capter une partie de cette croissance, comme ces pays émergents sont capables de capter une partie de notre marché à travers leurs exportations. Il y a aussi le tourisme, nous n'en avons pas parlé, mais je pense que c'est un moyen important de développer non seulement des emplois, mais aussi la prospérité dans nos pays. Le deuxième point, c'est comment une entreprise peut se développer. Il faut investir, et je dirais que c'est valable aussi pour les États. On a trop tendance à confondre les dépenses publiques classiques des dépenses publiques d'investissement qui sont rentables. Et notamment pour une entreprise comme la mienne, l'innovation est un critère clé. Sans cette innovation, on perd des parts de marché. Donc il faut des plans au niveau européen qui soient déterminés avec des grands projets qui nous permettent d'aller de l'avant. Et il y a un génie européen, moi je le vois dans mon entreprise. Il n'y a pas de volonté des personnels européens de se limiter à ce qu'ils font. Ils sont très ouverts sur les nouvelles technologies. Il faut en bénéficier. On a une compétence incroyable qui est à portée de main. Il faut pour ça, évidemment, refondre complètement les principes de l'éducation. On n'a pas le temps de l'évoquer. Moi, je suis encore un peu surpris de voir que tout le monde est d'accord sur ces sujets. Oui, il faut reprendre, au moins en France, les fondamentaux de l'éducation. Il faut aller vers de l'apprentissage systématique. L'Allemagne, au sein d'Airbus, nous a montré la voie. Nous avons un lycée technique Airbus. Nous avons développé une business academy pour l'ensemble des compétences qui sont nécessaires pour nos managers et nos leaders. Il y a un appétit incroyable des personnels dès lors qu'on les associe et il faut pouvoir le faire dès le plus jeune âge. Sans ça, je pense que l'Europe échouera, car d'autres pays ont compris que l'éducation était un élément essentiel de leur développement. Ensuite, les nouvelles technologies, faut-il en avoir peur? Faut-il dire que la révolution digitale va réduire des emplois? Dans certains secteurs, c'est tout à fait vrai, mais c'était vrai des machines-outils, c'était vrai de l'ensemble des grandes évolutions disruptives du point de vue de la technologie. Et si on ne les intègre pas dès maintenant, eh bien c'est des pans entiers qui souffriront et qui disparaîtront. Donc au contraire, il faut s'ouvrir à ces technologies, il faut être capable de les développer aussi au plan européen. Pourquoi les leaders mondiaux du cloud s'appellent Amazon ou sont des entreprises américaines? Pourquoi le big data, on est obligé d'avoir des partenariats avec des entreprises américaines? Pourquoi sur la cyber, il n'y a pas une grande initiative européenne? Je pense qu'il y a des enjeux considérables et quand on parle digital au niveau des entreprises et notamment au niveau de nos ouvriers, de nos compagnons, ils savent en fait que c'est indispensable et ils savent que pour une partie de ces activités, ça va les replacer au centre du jeu de l'entreprise, ça va faire en sorte que l'ensemble des autres fonctions soient à leur disposition, ça va faire évoluer vers le haut leur métier et leurs compétences, et ça va dans un certain nombre de cas aussi permettre de rapatrier de l'activité. Nous avons clairement un manque de compétitivité par rapport à nos pays occidentaux qui sont comme nous, et ça, il faut le rattraper. C'est inacceptable qu'en France, nous ayons des coûts qui soient différents du reste de l'ensemble des pays occidentaux, parce que nous avons normalement les mêmes systèmes et les mêmes principes. Nous devons
par ailleurs par rapport aux autres pays émergents, où là cette compétition n'a pas de sens, nous devons nous y prendre différemment. Et par exemple, je prends l'impression 3D, il est évident que ces technologies qui évoluent, qui arrivent à des niveaux de coûts beaucoup plus bas, doivent nous permettre de produire dans les usines européennes des équipements qui, pour l'instant, sont sous-traités dans des pays dits à bas coût. Voilà quelques idées. Je conclurai en disant qu'au-delà de prospérité, moi je crois qu'il y a un élément qui est essentiel, c'est la stabilité que François a rappelé. Il y en a un autre qui n'est pas vraiment mentionné, qui l'a été, mais c'est la solidarité. Il n'y a pas assez de solidarité nationale, il n'y a pas de solidarité européenne comme on pourrait l'entendre et l'espérer. Et si on parlait de critères de solidarité qui soient partagés au niveau européen, je pense que l'Europe serait plus forte, plus solidaire et, je l'espère, plus prospère. Si le patron d'Airbus nous dit qu'il n'y a pas de solidarité européenne, ça commence à devenir inquiétant. J'avais envie de vous poser une question, enfin de vous reposer la question qu'a posée Christian tout à l'heure, Fabrice Brégier. Ce que vous avez raconté pour les salariés d'Airbus, c'est formidable, mais comment Airbus peut le faire peut-être pour des salariés des gens qui n'ont pas la chance d'être salariés d'Airbus, des demandeurs d'emploi ou peut-être même des salariés de sous-traitants? Est-ce que vous pensez qu'un jour l'entreprise, les grandes entreprises comme vous qui ont toutes ces compétences peuvent en faire profiter d'autres? On a une responsabilité sociale et en plus cette responsabilité elle a un intérêt pour Airbus. Donc depuis 5 ou 6 ans, on a multiplié par 3 l'effort de formation en alternance ou par apprentissage. Avant, on le faisait pour nos propres besoins et on s'est rendu compte que l'ensemble des entreprises de la filière, et notamment les plus petites, qui avaient les marchés de sous-traitance d'Airbus, n'avaient pas cette possibilité d'attirer les talents ou des personnels formés déjà à l'aéronautique. Donc on l'a développé. C'est franchement pas très cher pour un groupe comme Airbus et je pense qu'il faudrait arriver même à un système quasiment obligatoire pour les grands groupes parce que nous avons cette responsabilité de formation de la jeunesse pour nos personnels mais aussi pour l'ensemble des personnels d'une branche et d'une profession. Abhijit Banerjee, vous avez dit quelque chose de très important dans votre présentation, c'est que peut-être demain, il n'y aurait pas un emploi intéressant pour tout le monde et qu'il faudrait trouver une autre manière de s'organiser. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable au revenu universel? Et j'aurais voulu aussi entendre François Villeroy et Fabrice Brégier sur cette idée que, est-ce que demain, l'évolution technologique, les robots, l'intelligence artificielle nous obligeront à nous organiser dans un monde avec moins d'emplois? Ou est-ce que vous, dans vos métiers, en particulier chez Airbus, vous pensez que vous serez capable de réinventer toujours de nouveaux emplois? Sur le revenu universel, professeur Banerjee. So I think the idea of universal basic income is, in many ways, sort of more in the classic sense of, let's give everyone some basic minimum income and make sure that make it universal so that it doesn't create disincentives. I think this is a good idea for many reasons, including the fact that every time, in most developing countries at least, when you try to find the deserving poor, you end up basically giving it to a small fraction of the people who deserve it. I'm all for it. But I think the question that worries me is that this leaves it to the individual to solve the problem of making his life interesting. It's a very, very libertarian thought. The libertarians like it for that reason. I'm not sure that that's the right thought. I think we need to reorganize society so that there are ways of making use of the talents of people to make life interesting for them and useful for other people. I think, for example, whenever I bring in the idea of old age care, which is something that most of these countries will need, the first reaction is nobody wants to do it. But that's a product of our education system. Our education systems don't teach people what is valuable in life. And I think in some sense, that's the sense in which I want to push away from technical education towards sometimes thinking of a more humanistic education, where you really need to internalize the values of society in a deep way so that you actually appreciate that taking care of children, taking care of older people, these are valuable things in society. And the fact that it's
what's exciting is a social construct, and we should make this the social construct. Merci beaucoup. Comme vous allez être l'année prochaine avec Esther Duflo en France, j'espère qu'on aura l'occasion de vous entendre plus longtemps. François, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que les emplois vont disparaître? Moi, je ne me résigne pas à la société sans emploi, à la fois pour des raisons économiques, parce que dans toutes les précédentes révolutions technologiques, on a eu cette crainte, et il y a eu des créations d'emplois ailleurs, et aussi pour des raisons sociales, je dirais presque anthropologiques, et je crois que Abhijit vient de le dire. L'idée que la dignité de l'homme, le bonheur de l'homme peut se passer de la participation à la création, au travail, je crois que c'est un pari extrêmement lourd. Mais ça ne se fera pas tout seul, la recréation des nouveaux emplois. Et je crois que de ce point de vue-là, si on prend le cas de la France et la baisse du taux du chômage, qui est évidemment notre première priorité, il faut bien sûr avancer sur la réforme du marché du travail, qui est un de nos grands handicaps. Mais il faut avancer en même temps sur la deuxième jambe, qui est l'éducation, la formation professionnelle et l'apprentissage. Est-ce que je peux rappeler juste les chiffres de l'apprentissage, qui sont, je crois, le premier manque français? Nous avons chaque année autant de jeunes que l'Allemagne. Bonne nouvelle, notre démographie, alors que nous sommes globalement moins nombreux, mais nous avons autant de jeunes, notre démographie est meilleure. Mais nous avons 2,5 fois moins d'apprentis que l'Allemagne chaque année. Et résultat, nous avons 3 fois plus de jeunes au chômage. Taux de chômage des jeunes, 24% contre 7 à 8% en Allemagne. Il n'y a pas de priorité plus grande que celle-là. François, je crois qu'il faut qu'on... Je laisse un petit mot à Fabrice Brégier et puis le mot d'adieu à Christian de Boissieu, mais vraiment très vite parce que nous devons laisser la place pour la table ronde suivante. Une demi-heure, c'est très court, pardon. Bon, très vite sur les nouvelles technologies. Je crois que ce n'est pas un pari de Pascal, mais il faut croire qu'elles vont nous permettre d'évoluer vers le haut. Moi, je le vois avec mes salariés. Il n'y a aucune réticence à les prendre, à les intégrer dans l'entreprise. Il y a aussi des voies de progrès. On peut développer de nouveaux business models et on peut éviter de la pénibilité à certaines tâches. J'ai donné un exemple aussi de réintégration d'activités au sein de l'entreprise. On étudie des voitures volantes. Est-ce que ça marchera? Peut-être pas. Mais il faut aussi aller vers des domaines, ce que font très très bien les entreprises de la Silicon Valley, qui sont futuristes, et se dire on a notre chance, on a des personnes qui, si elles sont bien formées, seront les meilleures du monde, et si elles travaillent ensemble au niveau européen et dans un esprit de coopération avec le reste du monde, eh bien l'Europe continuera d'être un îlot, je pense, de prospérité par rapport aux autres pays. Merci Fabrice. Christian? Une minute, avec deux idées. Première idée, vous avez tous dit, au fond, il faut que nous travaillions avec une nouvelle batterie d'indicateurs. Faute de mieux, nous travaillons avec les habituels, le PIB, la croissance, mais ce n'est pas ça du tout aujourd'hui qu'il faut regarder. Le problème, c'est qu'on a fait des progrès depuis 10 ans sur la question des bons indicateurs, mais pas assez de progrès. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a plus de progrès de ce côté-là au niveau des entreprises qui développent les analyses des critères environnement, social, gouvernance, qui développent la problématique de l'investissement socialement responsable, etc. Il y a plus de progrès au niveau microéconomique qu'au plan macroéconomique, parce que c'est plus compliqué. Deuxième et dernière phrase, message personnel à usage des participants au G20. J'en ai un à côté de moi, et il y en a dans cette salle. Je crois en l'avenir de l'Afrique comme vous tous. Je constate simplement qu'aujourd'hui, l'Afrique est sous-représentée au G20. Pour moi, c'est une condition nécessaire et pas suffisante pour relancer le G20 que d'améliorer la représentation de l'Afrique autour de la table. Merci. Allez-y vite. Non, si. Il y a un pays du G20 africain, c'est pas assez. La difficulté, c'est de choisir le second, qui est l'Afrique du Sud. Mais il y a une bonne nouvelle, Christian, et pour nous tous. C'est que dans les priorités de la présidence allemande au G20, il y avait le pacte avec l'Afrique, et poussé, tenez-vous bien, par Wolfgang Schäuble, ministre allemand des Finances. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience et donc un espoir. Vous voyez, quand il faut, il s'est dépassé les 3%.